On parle de hack et de crow. N'ayez pas peur, ça fait pas mal, restez avec nous. C'est de l'infrastructure as code via Kubernetes. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast AWS en français. C'est tous les vendredis matins dans toutes les bonnes applications de podcast. On est sur Deezer, sur Spotify, sur Amazon Music, sur Apple, sur YouTube également. Laissez-nous vos feedbacks et vos commentaires. Parlez-en autour de vous. Partagez le podcast avec vos collègues ou vos amis. Plein d'acronymes aujourd'hui. Hack, crow, EKS, on va essayer de démystifier tout ça, d'expliquer pourquoi, comment, avec deux invités. Alors, à ma droite, vous ne les voyez pas, mais j'ai Sébastien Alamand, qui est spécialiste Solution Architect, et à ma gauche, Amine Hilali, toi tu es développeur dans les équipes EKS à Seattle, aux États-Unis en tout cas, à Seattle je crois. Ouais, vraiment à Seattle. Bon, Kubernetes, je pense qu'on ne doit pas nécessairement introduire. C'est un orchestrateur de containers, si je dois faire très 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 simple. Il y a des gens qui le voient comme un peu le système d'exploitation du cloud aussi, parce que ça permet un peu d'abstraire les couches d'infrastructure, que ce soit on-prem, chez Google, Microsoft ou chez nous, et avoir un langage commun pour déployer ces applications. Mais souvent, les clients qui utilisent Kubernetes, et donc chez AWS, c'est avec le Service Manager EKS, ils ont ils ont d'autres choses à faire aussi. Enfin, je veux dire, ils ont des challenges. Il n'y a pas que l'application Kubernetes, il y a des bases de données, il y a de l'open search, il peut y avoir d'autres services à provisionner. Comment ça se passe? C'est quoi ce qui vous a amené à vous intéresser à Hack et à Crow? Et on va expliquer ce que c'est que Hack et Crow dans une minute. Qui prend cette première réponse? Sébastien. Ok, bonjour à tous, bonjour Sébastien, bonjour Amine. Alors effectivement, Hack, ACK et Crow. Donc ACK, c'est les AWS Controller for Kubernetes. Donc c'est un ensemble de contrôleurs pour Kubernetes, ce qu'on appelle des opérateurs. Ces contrôleurs-là permettent d'étendre les capacités de Kubernetes en proposant une nouvelle API. Donc on va créer une nouvelle API dans Kubernetes. Et pour chaque contrôleur ACK, on va pointer sur un service AWS. On va avoir un contrôleur ACK par exemple pour le service VPC, un contrôleur ACK pour le service IAM, un contrôleur ACK pour le service EKS et ainsi de suite. On a à peu près pour l'instant une 55 contrôleurs qui sont GR. On continue de travailler sur d'autres contrôleurs. L'idée, c'est de pouvoir, depuis des objets qu'on va créer dans Kubernetes, piloter notre infrastructure AWS. Alors, il faut un peu expliquer pour les gens qui, comme moi, connaissent pas grand-chose à Kubernetes. C'est un point d'extension standard dans Kubernetes, cette possibilité de pouvoir appeler des ressources qui ne sont pas nécessairement dans le cluster Kubernetes. Tout à J'ai fait. j'ai correct, j'ai raison jusqu'à C'est présent? ça, Ok. c'est ce qu'on appelle l'opérateur pattern. Mhm. Qui a été, Ça permet de faire quoi? qui a été introduit il y a de nombreuses années déjà et qui permet effectivement d'étendre l'API Kubernetes en créant nos propres objets, nos propres API dans Kubernetes. Par défaut, Kubernetes manage déjà un certain nombre d'API différentes. Il va gérer des pods, il va gérer des déploiements qui est une abstraction au-dessus des pods, il va gérer des services, il va gérer des ingress, plein d'objets qui sont déjà nativement gérés. Mais une grande force de Kubernetes, et je pense que c'est pour ça que Kubernetes est si populaire dans la communauté, c'est qu'on peut l'étendre facilement pour gérer de nouvelles API. Donc effectivement, ACK permet d'étendre Kubernetes en disant on va euh, rajouter une nouvelle API pour piloter mon infrastructure VPC. Et donc on a des nouveaux objets qui vont être gérés nativement par Kubernetes. Ça Mais veut dire pour l'opérateur, j'utilise la même ligne de commande, kubectl, pour créer un VPC, pour créer une base de données? alors une fois que l'opérateur est installé, oui, Ouais. l'opérateur il va être dans Kubernetes et dès qu'on va soumettre effectivement un manifeste YAML, un objet qui va dire crée-moi un VPC, à ce moment-là, Kubernetes sait que ce VPC, cette API, elle est gérée par notre opérateur et donc il va router la demande de création vers notre opérateur qui va prendre en compte ce nouvel objet et c'est lui qui derrière va dérouler des API auprès d'AWS pour créer et réconcilier l'objet, enfin les ressources dans AWS par rapport à l'objet qui a été créé dans Kubernetes. Ok, donc si je résume, c'est une encapsulation des API, de certaines API d'AWS, exposées au control plane de Kubernetes.
toujours correct? Je parle sous votre contrôle, hein, parce que franchement, j'y connais rien. C'est C'est vous les experts. C'est tout à J'essaie de c'est tout à comprendre. fait correct et en fait, les opérateurs, dans cette use case, on utilise l'opérateur pour étendre et dialoguer avec, AWS, avec les API d'AWS. Mais, il y a des opérateurs, par exemple, si je veux déployer une base de données, dans Kubernetes, bah, un opérateur va être capable à la fois potentiellement de dialoguer avec Kubernetes et de dialoguer avec, le software de la base de données pour, bah, savoir effectivement dans quelle zone il est, pour pouvoir répliquer les données, ce genre de choses. Donc en fait, l'opérateur s'étend vraiment à ce qu'on veut faire. Dans notre cas ici, c'est effectivement dialoguer avec les API AWS. Juste avant de commencer l'enregistrement de cet épisode, on parlait d'agents IA et de MCP serveurs, etc. Il y a une analogie là, non? Un opérateur, c'est comme ça que tu les appelles, un opérateur Kubernetes, c'est comme un MCP tool, c'est une encapsulation d'une API. Avant, on appelait ça un microservice ou une REST API. Les noms sont différents en fonction des plateformes, mais le concept est chaque fois le même. On expose à travers une API un service qui existe déjà. Ça tourne où si je crée mon propre opérateur dans Kubernetes, il crée un pod, il va tourner ça. Enfin, il faut du compute, il y a du code à exécuter à un moment donné. C'est qui fait ça? Par défaut, effectivement, quand on va créer l'opérateur, ça va créer un pod dans Mhm. Kubernetes qui tourne dans Kubernetes. Alors, il pourrait tourner aussi ailleurs, mais c'est pas forcément une bonne idée de décorréler justement. Donc, c'est mieux de tout garder dans Kubernetes. Donc, en fait, ça va créer généralement, c'est un déploiement. Ce déploiement crée plusieurs réplicas de pod. Et le pod, lui, bah, il y a souvent potentiellement une élection de leader pour savoir qui prend le rôle, si j'ai deux réplicas par exemple. Et ce pod-là, bah, lui, va être appelé par Kubernetes. C'est Kubernetes qui va l'appeler à chaque fois qu'on va soumettre effectivement un objet dans Kubernetes ou qui a besoin d'une réconciliation. C'est lui qui est appelé pour s'occuper de cet objet-là. Je disais, dans Kubernetes, il y a plein de contrôleurs d'opérateurs. Beaucoup sont gérés dans le control plane. Donc, c'est ceux qu'on voit pas sur EKS. Le control plane, on le voit pas. Donc, par exemple, les déploiements, les Mhm. pods, c'est des contrôleurs qui sont gérés dans l'API server dans le control plane. Et c'est ce qu'on entend derrière les opérateurs. Donc, on va rajouter des contrôleurs spécifiques qui, eux, vont tourner dans le data plane. Donc, effectivement, vont tourner sur un pod dans notre data plane, c'est-à-dire dans les serveurs qu'on va déployer pour faire tourner nos workloads de Kubernetes. Et donc là, ce pod doit tourner sur une instance EC2 dans le compte du client. Je posais la question parce qu'il y a des implications en matière de sécurité. Si on doit créer des ressources AWS, il faut aussi amener des credentials AWS temporaires. Donc, il faut que ces pods aient accès. Donc, il y a toute une configuration pour l'exécution de ces opérateurs. Ouais, tout à fait. Ce qu'on recommande, c'est d'utiliser la fonctionnalité d'IKS Pod Identity qui permet d'aller associer un rôle IAM à un pod dans Kubernetes. Et donc, effectivement, chaque contrôleur ACK aura besoin en fait d'un rôle IAM différent pour pouvoir dialoguer aux différentes API d'AWS. Ah oui, j'ai loupé ça. Pour moi, j'étais resté sur les rôles IAM attachés au host. Et donc, tous les pods qui tournaient sur le host avaient les mêmes clés. Donc, maintenant, on peut restreindre un rôle à un pod, donc à une exécution d'un container. Tout à fait. Donc c'est une très mauvaise idée de l'utiliser au niveau Mhm. de l'instance. Et donc il faut le faire au niveau du pod lui-même. Il y a deux options. Une option qui s'appelait IRSA, donc IAM Role for Service Account, qui permettait de le faire via des annotations sur les service accounts, qui est plutôt l'ancienne manière de faire parce qu'il faut du coup avoir accès à Kubernetes, aller annoter les service accounts dans les namespaces pour que le pod puisse hériter de ses credentials. La meilleure manière de faire, c'est IKS Pod Identity, et qui se fait via une API directement sur le service OKS, ce qui fait qu'on peut le faire sans avoir accès à l'intérieur du cluster. Donc c'est beaucoup plus facile Mhm. pour configurer ça à l'avance via de l'infrastructure as code. Techniquement, ça marche comment? C'est un sidecar qui est attaché au container pour aller chercher les containers, les temporary credentials. Alors il y a plusieurs choses. Il y a effectivement un daemon set qui est le pod Mhm. identity controller qui doit être déployé sur l'ensemble des instances EC2. Et lui ensuite va s'occuper effectivement d'aller dialoguer avec le service STS pour récupérer les credentials et va s'occuper effectivement de donner ces credentials au pod quand on va créer un nouveau pod. Il va s'occuper après de faire de la rotation de ces credentials, etc. Alors revenons, excuse-moi, c'était une petite parenthèse sécurité, je me posais la question de comment ça marche. Revenons sur nos opérateurs. C'est quoi les cas d'usage typiques des clients? D'abord au niveau des opérateurs en général, sans parler d'ACK, qui sont les opérateurs AWS, et puis après on parlera des opérateurs ACK. À quoi ça sert? Bah, encore une fois, c'est le cas d'usage est vraiment large et varié parce qu'il permet Mhm. d'étendre On peut créer l'API n'importe à quoi. ce qu'on veut. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut gérer des bases de données avec des opérateurs. Vu que les bases de données ont de l'état par défaut, dans Kubernetes, c'est compliqué de gérer de l'état pour une application. Donc, on a des Mhm. stateful sets qui permettent de le faire parce que chaque stateful set, chaque pod dans un stateful set aura un nom dédié avec un volume de volume qui sera le même. Donc, si jamais on supprime le pod et qu'il se relance, il va récupérer son volume de données.
Et derrière, l'opérateur, lui, va être capable de connaître le nombre de réplicas de pods. Et ensuite, par exemple, si je prends le cas de la base de données Cassandra, Cassandra a besoin aussi de connaître le nombre de réplicas, de savoir dans quelle zone ils sont pour pouvoir faire du sharding de données correctement, etc. Et donc l'opérateur, lui, il intervient sur les deux niveaux. Il est capable de comprendre Kubernetes, il est capable de comprendre Cassandra, et il va faire la réconciliation entre les deux. Et aujourd'hui, l'ensemble on va dire des opérateurs qui gèrent des bases de données, enfin toutes les bases de données qui sont déployées dans Kubernetes le sont à travers d'un opérateur parce que ça permet effectivement de faire ce lien-là. Mhm. On-premise, on pourrait avoir un opérateur qui permette d'aller piloter un F5 physique pour, par exemple, dès que je vais rajouter une F5, c'est application, un firewall, hein. un firewall physique, effectivement, pour dire, bah voilà, j'autorise les flux pour l'application que je viens de déployer. Et on peut avoir un opérateur on-premise qui s'occupe de ça. Ouais, ça ouvre le monde à n'importe quoi. N'importe quoi qui est une API est disponible depuis, depuis mon cluster Kubernetes. Et donc, dans le monde AWS, nos clients utilisent Hack pour faire quoi? C'est aussi pour gérer du stateful, la base de données essentiellement? Alors non, alors oui et non, effectivement, l'idée quand on fait ACK dans EKS, dans Kubernetes pour AWS, c'est effectivement de dire, bah voilà, le use case le plus utilisé, c'est de dire, je déploie une application. Cette application, elle a besoin de dépendance, elle a peut-être besoin d'un bucket S3, elle a peut-être besoin d'une base de données RDS. Alors sans hack, je suis obligé de passer sur de l'infrastructure as code, un pipeline Terraform pour aller créer mon bucket S3 à l'avance, euh, créer ma base de données RDS et ensuite de récupérer ces informations-là et de les donner en fait lorsque je vais lancer mon déploiement en disant bah voilà c'est la base de données elle est à l'endroit, lui donner le login mot de passe, choses comme ça. Avec ACK en fait on peut faire un package de l'application et de ses dépendances et quand l'application va être créée, elle va également être capable au travers des contrôleurs ACK de créer aussi les dépendances. Elle va être capable de créer son bucket S3, de créer sa base de données RDS, de récupérer potentiellement dans Secret Manager ou autre les credentials d'accès. Et comme ça, quand l'application se lance, elle a déjà toutes les dépendances et elle peut se connecter. Donc ça permet de tout faire depuis Kubernetes. Donc c'est vraiment pour les clients qui veulent être Kubernetes-centric et tout faire à partir de là. Je me posais une question en t'écoutant. Le principe des opérateurs n'est pas lié à EKS, c'est un principe de Kubernetes. Donc on pourrait utiliser des opérateurs AWS, Hack, sur un cluster Kubernetes self-managed ou on-premise par exemple. Euh, on, pour- on pourrait. Je vois ta tête. On pourrait, mais c'est pas conseillé. Non, mais c'est Il va falloir développer. c'est par rapport au point de la sécurité tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il Ouais. il faut donner un rôle IAM Mhm. à ces pods. C'est facile avec Pod Identity dans EKS de le faire. Si on est on-premise, bah, il faudra faire Mhm. autrement pour donner les credentials et il faut faire attention à la sécurité Mhm. dans ce cas-là. Non, mais il n'y a rien qui techniquement empêche. Voilà. Hack, c'est pas lié à EKS. En gros, Non, c'était ça le sens de ma question à haut niveau. non, non, il est pas lié à EKS. Petite, Alors, petite oui, information, vas-y. lorsqu'on développe ACK, on le teste pas contre EKS du tout. Tout le développement, tous les tests, ils se passent directement. Enfin, les contrôleurs sont testés directement contre Kind. Et Kind, c'est pas vraiment un classeur EKS. Enfin, C'est quoi, généralement, Kind? c'est Kubernetes, inside Kubernetes. Genre, tu peux lancer des classeurs à l'intérieur d'autres classeurs en utilisant des pods. Tu peux avoir des pods qui vont être ton control plane, ton data plane aussi. Et généralement, pour tester ACK, tout ce qu'il faut, c'est juste avoir une API Kubernetes, MM pour Pro ou n'importe quel opérateur. Mais c'est vrai que pour gérer ces contrôleurs-là en production, généralement, si tu veux Pod Identity, si tu veux RSA, il faut passer par le KS, quoi. Alors là, on voit pas ma tête, mais j'ai un petit sourire narquois. Tu viens de m'exploser le cerveau là. On rentre dans Inception, on lance des clusters Kubernetes dans un cluster Kubernetes avec son propre control plane et data plane dans un cluster. Ok. Bah, pour testing, ça a du sens. Je comprends très bien pourquoi, pourquoi vous faites ça. Quels sont les challenges que les clients ont quand ils adaptent Hack, les AWS Controller for Kubernetes? Un des gros challenges qu'on a avec les contrôleurs ACK, c'est qu'ils fonctionnent de manière autonome et indépendante. C'est Imaginons bien ça, non? effectivement, alors c'est bien, mais c'est un challenge quand on va vouloir faire des choses un petit peu plus compliquées. Si, Ok. si je reprends par exemple le cas de tout à l'heure où je veux effectivement déployer une base de données RDS, je vais vouloir la lier avec mon VPC pour pouvoir communiquer dessus. Je vais pouvoir récupérer les credentials, peut-être les stocker dans Secret Manager. Et à un moment donné, en fait, si on fait ça uniquement avec de l'ACK,
il faut appeler les objets ACK les uns après les autres, récupérer l'output de l'ACK. Une fois que l'objet est créé, l'output de l'ACK dans le statut, on a en fait le résultat de l'opération d'API sur AWS, et donc on va récupérer, je sais pas, par exemple pour un VPC, on va récupérer le VPC ID, le nom des subnets. Quand on va créer un rôle IAM, on va récupérer l'ARN du rôle IAM. Quand on va créer la base de données RDS, on va récupérer le endpoint, les certificats TLS et les credentials. Donc tous ces objets-là sont unitaires en fait pour chacun des contrôleurs. Et si derrière je veux créer un objet dans le VPC que j'ai créé précédemment, il va me falloir quelque chose qui va permettre d'orchestrer la création de ces objets. ACK tout seul, il ne Mhm. permet pas de faire ce lien. Donc, ACK tout seul, il va créer une ressource, une base de données RDS, une clé KMS, un bucket, mais souvent une infrastructure. Elle est faite de plusieurs ressources qui doivent être créées dans un ordre spécifique. Il y a des dépendances d'une vers l'autre. Il faut d'abord créer sa clé KMS avant de créer son bucket S3 chiffré avec une clé SMK, par exemple, où il faut d'abord créer un mot de passe dans Secret Manager avant de créer la base de données. Et donc, il y a un besoin d'orchestration de ces ressources. Comment les clients font pour cette orchestration? Ils écrivent du code? Alors aujourd'hui, si on enlève ACK et on va dire si on le fait sur AWS de manière classique, on a ce même besoin de dépendance. Il faut créer les ressources dans l'ordre. Mais il est bien contrôlé depuis plusieurs années. Il y a CloudFormation, tu as mentionné Terraform, il y a d'autres Exactement. solutions aussi, et CDK. Et donc ces outils-là sont capables de faire au moment du runtime un graphe de la dépendance de tous les objets pour les créer dans le bon ordre. Et c'est ça qu'on a besoin de répliquer dans Kubernetes. Les créer et les effacer. Je dis souvent aux gens qui apprennent AWS, non seulement ça crée dans le bon ordre, mais ça delete dans le bon ordre aussi, ce qui n'est pas nécessairement évident non plus. Oui. Et ce qui est très, très important. Donc aujourd'hui, sur Kubernetes, il y a une option qui existe, c'est Crossplane. Donc Crossplane qui est un outil open source qui permet aussi d'aller créer des ressources et de les créer dans le bon ordre avec les dépendances. Côté AWS, ça fait un peu plus de 3 ans qu'on travaille beaucoup sur Crossplane. On a créé des blueprints pour faciliter la création de ces objets-là. En dialoguant avec beaucoup de clients qu'on a accompagnés sur Crossplane, on s'est rendu compte aussi que Crossplane était une solution vraiment complexe, difficile à mettre en place. Quand on va installer Crossplane, il va installer plus d'une centaine d'opérateurs supplémentaires, donc ça va aussi surcharger les clusters, on va dire instantanément dès qu'on commence à l'utiliser. Et c'est assez difficile en fait à utiliser et à maintenir. En tout cas, c'est le retour qu'on a eu de nos clients. Du coup, on s'est concentré sur une solution plus simple. Et cette solution plus simple, c'est ce qu'on a mis en open source et c'est sur quoi travaille Amine, c'est CRO. Donc CRO, c'est Kubernetes Resource Orchestration. CRO, du coup, ça permet de manière assez simple de créer des nouvelles API. Donc on en parlait tout à l'heure. CRO va être capable de créer une nouvelle API détente Kubernetes à la volée via un manifeste de définition qu'on appelle le RGD, le Resource Graph Definition. Donc il y a cette notion de graphe. Donc un RGD va être capable Mhm. de créer les objets et de définir soit implicitement, soit explicitement les dépendances entre tous ces objets-là. Une fois qu'on a créé un RGD, CRO lui va créer le CRD, donc l'objet dans Kubernetes, et c'est CRO qui va être responsable de réconcilier cet objet qu'il vient de créer. Donc en fait, on va Ça veut dire quoi, réconcilier? alors réconcilier, Exécuter? c'est quand on va créer une instance de cet objet, c'est CRO qui va récupérer cet objet et faire en sorte effectivement d'aller créer lui dans Kubernetes tous les objets qui ont été définis dans le RGD à partir de cet objet. Alors, je vois que c'est un peu compliqué. Là, je me pose deux questions. D'abord, une très naïve et un peu brutale, mais vous avez recréé CloudFormation dans Kubernetes? Alors oui, c'est pas CloudFormation, mais c'est fonctionnellement un équivalent. Mhm. C'est Effectivement, un orchestrateur capable de créer des ressources dans un ordre donné et de les effacer, je suppose. exactement. Peut-être de les mettre à jour, mais on y viendra tout à Donc l'heure. si on prend le couple CRO et ACK, avec CRO et ACK, on peut avoir un équivalent de CloudFormation ou de Terraform. Autrement dit, si on utilise CRO et ACK, on n'aura pas forcément besoin d'utiliser CloudFormation ou Terraform pour gérer l'infrastructure. On pourra le faire uniquement avec ça. Et l'autre question que je me pose, c'est d'un point de vue utilisateur, si des développeurs nous écoutent, imagine que j'ai une application
application très simple, un load balancer, une logique métier dans des pods et puis une base de données. Comment ça marche? Où je commence? Je dois télécharger Hack, enfin AWS Controller for Kubernetes, je dois télécharger Crow, je dois créer mes graphes de dépendance. Enfin, essaye de. Alors, je sais qu'on n'est que par la voix, il n'y a pas de petit schéma, il n'y a pas de whiteboard, mais essaye de nous expliquer ça étape par étape, si tu te mets dans les pieds d'un développeur utilisateur. Alors, effectivement, un peu schématiquement, on appelle ça des add-ons. Donc, c'est-à-dire que les contrôleurs ACK, Crow, d'un point de vue Kubernetes, d'un point de vue EKS, on appelle ça des add-ons. Donc, l'idée, c'est de commencer par installer cet add-on. On a plein d'options qui permettent de le faire Helm. avec Helm, avec du GitOps, avec de l'Argo CD. Donc la première étape, c'est de l'installer. On a plein de blueprints, donc il suffit de lancer le blueprint et on aura un cluster avec ces composants-là installés. Et toute la doc, enfin, les liens vers la doc est dans les notes du podcast, évidemment. Comme d'habitude, vous scrollez dans votre application de podcast et vous trouvez tous les liens, vous n'avez qu'à cliquer pour aller lire tout ça. Je te laisse continuer. Une fois qu'on va dire ça c'est créé, il faut effectivement créer un objet RGD pour définir notre nouvelle API. Donc effectivement, ça va être ma nouvelle super API, c'est le nom de l'API que je vais donner. Je vais du coup implémenter le CRD de Crow, donc je vais définir la spécification de mon API. Ensuite, je vais définir l'ensemble des ressources qui vont être créées par cette API. Donc, ça va être le bucket S3, ça va être un objet déploiement parce que je vais en plus déployer mon application, ça va être un ingress parce que je veux l'exposer au travers d'un load balancer, ça va être un objet pour créer ma base de données RDS, potentiellement Et, aussi un objet pour créer mon secret manager pour récupérer les secrets de la base de données RDS dans mon application déploiement. et ça ressemble à quoi? C'est un YAML avec une C'est syntaxe prédéfinie, un peu comme CloudFormation, avec un DSL pour les objets qu'on veut créer. Exactement, donc c'est un YAML. Sur la syntaxe, Amine, pour aller un petit peu plus loin, parce que on implémente des fonctions de Kubernetes pour pouvoir faire un peu dynamiquement, récupérer par exemple l'output d'un objet qu'on vient de créer pour l'injecter dans l'objet suivant. Il y a des notions de dépendance, de conditions qu'on peut mettre en place. Mais basiquement, c'est du YAML avec une syntaxe un petit peu plus améliorée par-dessus. Ok, donc j'ai créé ce YAML, je suppose qu'il y a plein de docs et d'exemples, etc., qui décrit mon load balancer, mes pods, mes ressources Kubernetes sont définies là aussi, ou c'est que les ressources externes? Alors, si je rembobine un petit peu en arrière, Ouais. un des rôles de Crow, c'est uniquement de créer des objets Kubernetes. Donc à partir quand on va créer mon objet API, où j'ai défini ma super API, Crow lui va créer que des objets Kubernetes derrière. Il va créer un objet Kubernetes pour aller créer le bucket S3 au travers d'ACK, mais c'est pas lui qui va le faire. C'est après, une Mhm. fois que cet objet a été créé, c'est le contrôleur ACK qui va prendre cet objet et créer dans l'API. Donc Crow lui crée que des objets Kubernetes. Donc il crée ça, il crée le déploiement Kubernetes, il crée l'ingress Kubernetes, il crée le RDS qui va être utilisé par l'ACK RDS pour aller créer, et ainsi de suite. Lui, il crée que des objets Kubernetes. Et une fois que j'ai ce fichier, donc, comment je le déploie ou l'exécute avec des gros guillemets? Donc une fois qu'on a fait le RGD, on va faire un kubectl apply de ce RGD. Mhm. Crow va voir ce RGD, et à partir de là, lui va créer les nouvelles API dans Kubernetes. Et donc, il va déléguer au hack, au contrôleur, au AWS Controller for Kubernetes, la création des ressources individuelles, où il va appeler des ressources Kubernetes pour le déploiement de l'application elle-même. Ça se fait en deux temps. C'est-à-dire que le développeur, lui, il a d'abord créé son RGD, donc la définition de nouvelle API. À ce moment-là, Mhm. Crow, lui, va créer la nouvelle API, mais il va rien créer Mhm. parce qu'il faut lancer un objet. Par contre, quand le développeur, il va soumettre un objet, donc une instance de My Super Application, avec les paramètres en disant, bah voilà, je veux que ce soit tel VPC, tel bucket S3, etc. À ce moment-là, Crow va créer tous les objets Kubernetes qui ont été définis en fait en respectant le bon ordre. Donc effectivement, en premier, il va peut-être créer le bucket S3, ensuite il va créer la base de données RDS, etc. Et tous ces objets qui sont créés, c'est pas Crow qui va les réconcilier, c'est d'autres opérateurs. Par exemple, le déploiement, c'est le control plane Kubernetes qui va le prendre. Et comme j'ai dit, le, le manifeste pour le S3, c'est l'ACK S3 qui va le prendre. Pareil pour le RDS, etc. Ça, c'est la création. Est-ce que, à l'instar de CloudFormation, ça gère l'effacement également dans le bon ordre? Et puis, question plus difficile, la mise à jour. Alors, ça gère aussi donc il va créer tous les objets dans l'ordre qui a été défini. Et pareil, quand il va supprimer, donc on va supprimer notre instance.
Crow va reprendre son arbre on va dire dans le sens inverse, et effectivement, il va supprimer les ressources enfin, dans l'ordre inverse, en fait, pour s'assurer que ce soit supprimé Donc, dans le bon ordre. donc je peux créer, je peux effacer. Est-ce que je peux mettre à jour s'il faut changer un paramètre de mon load balancer, par exemple? Alors pour les mises à jour, il y a plusieurs niveaux de mise à jour. Il y a effectivement la mise à jour où le développeur veut modifier son instance, donc il va remettre un nouveau paramètre, auquel cas Crow va directement réconcilier ça et mettre à jour les objets qui ont été créés. Ça, c'est le premier niveau de mise à jour, on va dire, plutôt basique. Après, le deuxième niveau de mise à jour, c'est si jamais on veut créer une nouvelle version de l'API. On veut par exemple rajouter en plus, je sais pas, un appel à Oui, je veux rajouter. un Ouais. certificat Mhm, TLS pour protéger. Donc, je veux mhm, que je crée mon certificat, donc je mhm. veux modifier l'API pour en plus y ait ça. Donc effectivement, il va Ajouter une falloir. ressource. Donc à ce moment-là, on va modifier le RGD. Et là, c'est là où il faut faire attention aussi aux compatibilités de version. Donc là, si on fait juste un rajout, Mhm. il y aura pas de problème de compatibilité. Donc on peut potentiellement juste faire un incrément de version, on va dire, basique. Auquel cas, Crow va régénérer les nouvelles versions des API avec effectivement cet objet supplémentaire. C'est de l'infrastructure as code, en fait, mais dans le contexte, dans le petit monde de Kubernetes. Un des challenges avec l'infrastructure as code, que ce soit Terraform ou CloudFormation, c'est la gestion des drifts. Donc, si je vais faire une modification manuelle de mes ressources en dehors de l'outil d'IAC, est-ce qu'il y a une gestion, est-ce que c'est un risque sur Kubernetes aussi? Est-ce que c'est possible? Peut-être que c'est pas possible. Si c'est possible, est-ce que c'est géré par Crow? Alors il y a plusieurs niveaux. Effectivement, par défaut, les contrôleurs ACK notamment vont s'occuper effectivement de gérer le drift entre le manifeste qui est déclaré dans Kubernetes, qui est donc Leur source de vérité. leur source de vérité, et ce qui a été déployé. Et ensuite, si jamais ils voient qu'il y a un paramètre qui a été modifié potentiellement sur la ressource AWS en dehors de ça, le contrôleur ACK il va pouvoir le détecter et le mettre à jour. Le mettre à jour sur Bah, la bah, définition du service dans Kubernetes. non, c'est l'inverse. C'est en fait Ok, sa source de vérité, c'est ce qui est dans Kubernetes. ok, d'accord. Ouais. Si quelque Mhm. chose a changé dans l'API, pour lui, c'est quelque chose qui Il est va pas le normal. remettre au carré comme ça devrait être, Exactement. ce qui est finalement une bonne pratique. Enfin, ça demande un peu de maturité de la part des équipes pour apprendre à pas faire des manipulations en dehors de l'outil qu'on utilise pour IAC. Amine, je vois que tu t'endors de l'autre côté. Euh, c'est, Tu es un des développeurs dans l'équipe Kubernetes, je l'ai dit, EKS, pardon, je l'ai dit au début. C'est toi, enfin, toi et tes équipes qui ont développé Crow. Ça marche comment en dessous du capot? Quel langage de programmation? Quels sont, enfin, juste mon petit cœur de développeur, envie de savoir comment ça marche. Euh, alors, de manière générale, tous les opérateurs Kubernetes et toutes les extensions Kubernetes, c'est écrit en Go. C'est le langage par défaut dans l'écosystème Kubernetes. Crow, il a un peu une histoire très spéciale. Ça a commencé à AWS, mais maintenant ce n'est pas c'est un projet open source déjà pour commencer. ACK d'ailleurs aussi c'est un projet open source. Mais Crow, il a une histoire un peu spéciale parce que ça a commencé à AWS, mais maintenant ce n'est plus un projet qui est contrôlé par AWS, mais plus un projet qui est euh, Communautaire. communautaire. On a Google, Mhm. Microsoft qui ont rejoint le projet aussi. On a des développeurs de Spotify, de Adobe. Il y a une grosse communauté autour de Crow. Euh, on a des maintainers, des gens qui codent de plusieurs entreprises. C'est toujours un petit bébé, quoi. Ça grandit toujours. Je pense, aujourd'hui, on est à 7 mois de Crew. Euh, Ah oui, donc c'est tout récent, hein. c'est super récent. Ouais, c'est toujours, enfin, c'est considéré alpha. J'en recommande pas aux utilisateurs de l'utiliser en production, même s'il y a des gens qui le font déjà, mais c'est très bien testé, mais c'est pas encore recommandé officiellement par AWS, quoi. D'accord, donc c'est un projet initié par AWS, mais qui apparemment répond à un besoin de la communauté. Tu as dit de citer des tas de sociétés très grandes et prestigieuses qui contribuent à ce projet-là aussi. Donc c'est vu un peu comme le remplacement des autres outils que tu as mentionnés au début, Sébastien, comme la solution d'orchestration de contrôleurs sur Kubernetes pour le futur.
Ouais, genre comme ACK pour AWS, il y a aussi KCC et ASO pour Google et Microsoft. Et Crow, le but, c'est que ça puisse orchestrer n'importe quel objet sur Kubernetes. Ça peut être des objets de cloud et ça peut être des objets non cloud aussi. Genre, si je veux utiliser ça avec des pods, des déploiements, des ingress, seulement avec les objets natifs, c'est possible de le faire. Ce n'est pas vraiment limité. Ça communique pas avec AWS du tout. Comme Sébastien a expliqué à un moment. Genre, ça va déléguer la création et euh, la gestion des objets ou des ressources AWS au Un contrôleur contrôleur. ACK. Mhm. Ça veut dire aussi que le DSL, excuse-moi, j'ai oublié le nom de ce fichier de Mhm. configuration dont tu as parlé, RGD, c'est ça, non oui, RGD, et n'est pas spécifique à un cloud provider, ou alors il y a justement des instructions spécifiques pour chaque cloud provider. C'est toujours la même question de dire est-ce qu'il faut faire le plus petit dénominateur commun, ou est-ce qu'il faut être très spécifique pour aller chercher la fonctionnalité de chacun des fournisseurs différents. Alors, ce n'est pas spécifique pour aucun des cloud providers, c'est super générique, c'est spécifique à Kubernetes en fait. Crow, ça parle Kubernetes, ça comprend Kubernetes et c'est tout. Ça n'a pas vraiment une compréhension de c'est quoi AWS et qu'est-ce qui se passe derrière. Tu peux configurer avec n'importe quel objet et c'est ça l'essentiel. Et comment je passe mes paramètres Ok, je prends un exemple. Je veux créer un load balancer en dehors de Kubernetes. Sous AWS, ça sera un ALB probablement. ALB a des fichiers de enfin des configurations qui sont spécifiques. On ne va pas nécessairement retrouver, en tout cas pas sous le même nom avec Azure et Google. Comment je passe ces arguments spécifiques dans mon DSL? Alors, lorsqu'on définit un RGD, en fait, il y a les entrées et les sorties. Les entrées, c'est ce que les utilisateurs vont configurer. Par exemple, tu veux donner une version ou si ma base de données doit être publique ou privée, ça, c'est un des paramètres que tu peux avoir. Et dans les sorties, tu peux choisir, par exemple, je veux un VPC, je veux un subnet et je veux une base de données. Euh, alors, quand tu définis le RGD, tu définis tes entrées. Dans les sorties, tu peux hard-coder ou graver carrément genre des valeurs que tu sais que l'utilisateur ne doit pas voir ou ne doit pas genre configurer par eux-mêmes. Euh, du coup, enfin, c'est un dessin qui te permet de faire ce que tu veux en vrai. Il y a plusieurs manières de le faire et on peut lier ça un peu à CloudFormation. Genre, quand tu définis un CloudFormation stack, tu définis tes ressources dessus. Des fois, tu es en train de hardcoder les valeurs et tu définis aussi tes paramètres d'entrée et de sortie. Ça fonctionne vraiment comme CloudFormation. C'est presque la même chose. C'est juste que c'est natif à Kubernetes et ça fait du drift reconciliation tout le temps. Oui, ok, je comprends mieux maintenant. Le RGD, c'est un peu comme mon template à CloudFormation qui prend des paramètres en entrée, mais pour l'utilisateur du template, il n'a pas besoin de connaître le nom des différents paramètres des ressources qui vont être créées dans le template. Ça, c'est plutôt le contrôleur hack qui va faire. Il va prendre les paramètres qui viennent du RGD et les passer au contrôleur hack. Et c'est là qu'il y aura le spécifique de créer un ALB avec tel VPC ID et des choses comme ça. J'ai résumé. C'est ça, le développeur, Mhm. lui, c'est comme quand il prend son template CloudFormation qui va dans l'interface et il remplit juste les champs. En fait, c'est du coup avec Crow, c'est pareil. Il lance son objet, il remplit les champs qui ont été définis dans la spec du RGD et tout ce qu'il y a derrière, le développeur, il s'en préoccupe pas. Ça a été fait par ceux qui ont créé le RGD et c'est à eux de maîtriser ce template, pas aux développeurs. Mais si je veux créer un RGD, je dois savoir Ah oui. quelles ressources physiques, enfin physiques, entendons-nous, un ALB c'est pas physique, mais quelles ressources réelles je veux créer dans mon cloud. Et donc du coup, ça veut dire qu'on va créer un objet Kubernetes qui va être Mhm. délégué au contrôleur ACK si on est sur AWS ou Sur d'autres AWS. contrôleurs si on est Mhm. sur d'autres. Et donc il faut connaître la spec et quel format cet objet YAML on doit créer. Donc là, Et les effectivement, contrôleurs ont une configuration qui, elle, est vraiment spécifique à la ressource qu'on veut créer. exactement, exactement. Donc du coup, Mhm. chaque contrôleur ACK ou pour les autres cloud providers seront eux totalement différents et ils n'auront rien à voir. J'aime bien la comparaison CloudFormation Templates à RGD. Je pense que c'est exactement ça. C'est pas vraiment un stack, c'est un template. Et ça ressemble aussi enfin, s'il y a des gens qui utilisent Terraform, ça peut être comparé à Ouais. la Terraform Modules. Genre, tu définis Mhm. ton module et tu as des paramètres d'entrée et de sortie. Tu peux réutiliser ces modules-là.
un peu comme les CloudFormation Templates et CrowdRGDs. C'est un projet tout jeune, tu l'as dit Amine, comment vous voyez l'évolution dans les prochains mois? On va pas faire des projections sur les années, on en serait bien incapable, mais quelle est la direction que ça prend pour le moment? Alors, niveau développement, le projet, il est super, super actif. On a beaucoup de propositions, nouvelles features, de design euh, qui sont en cours de discussion actuellement. Notre but en tant que contributeur open source, c'est qu'on voudrait bien que Crow soit en GA ou en stable vers la fin de l'année. Ce qu'on va faire, c'est que idéalement, vers reInvent, on soit en état stable et on peut aussi annoncer que Crow, c'est OK d'utiliser en production sur EKS. C'est ça le S'il y a plan. des auditeurs du podcast qui sont intéressés par tester cette nouvelle façon, enfin cette façon différente, en tout cas pour moi, de, de créer des ressources, ils veulent tester Hack et Crow, où est-ce qu'ils commencent? Alors, une des choses les plus simples qu'on a fait, c'est qu'on a créé un workshop guidé qui permet de découvrir qu'est-ce que c'est que Crow, comment créer un RGD, comment utiliser les objets, comment adopter aussi des ressources existantes potentiellement. Donc l'idée, c'est effectivement de mettre le lien vers ce workshop Il est dans les notes du dans podcast, les vous notes scrollez, du vous le trouvez. podcast. Il y a un autre exemple aussi qu'on a pas mal démontré dans les différents summits, c'est qu'on a fait une solution en fait de IKS Cluster as a Service. Donc Crow, on n'en a pas parlé, mais il fonctionne aussi cross account, cross région. Donc en fait, on peut Mhm. effectivement avoir un, un cluster EKS central, qui est donc le cluster de management, qui va être capable d'aller créer des ressources dans d'autres comptes AWS. Et donc on a une solution qui peut être assez facilement répétable et qui permet effectivement de créer via un simple manifeste, créer effectivement un nouveau cluster. On dit les paramètres, la version de cluster Kubernetes, dans quel compte on veut qu'il soit créé, la version GitOps, nous on recommande toujours de faire de l'EKS avec du GitOps, donc les repositories Git qu'on va vouloir synchroniser dans le cluster pour installer les add-ons, les applications, configurer les namespaces. Et donc on a un exemple sur GitHub qui permet effectivement d'aller pas à pas sur cet exemple-là. Et donc c'est un exemple un peu plus complet parce que créer un cluster EKS, bah, il faut créer le VPC, il faut créer des rôles IAM, il y a plein de ressources à créer dans le bon ordre. Et donc on a ces exemples de RGD qui sont aussi disponibles sur le GitHub. Il y a des limites actuelles. Alors, vous avez mentionné une déjà, c'est en cours de développement, pas recommandé pour la production. Tu en as mentionné une autre, je suis passé rapidement dessus, on peut peut-être revenir. Vous supportez pas l'ensemble des services AWS, c'est pas un remplacement de CloudFormation, et ça n'aurait aucun sens de proposer des API pour les 300 services, 300 plus services AWS. Mais quels sont les services que vous proposez aujourd'hui? Alors, c'est vrai que c'est 55 services qu'on supporte aujourd'hui, mais derrière, il y a presque 200 API, ça veut dire il y a 200 ressources différentes que les utilisateurs peuvent gérer avec ACK. Nous, enfin, dans l'équipe EKS, ce qu'on regarde, c'est pas le nombre de services, mais plus le nombre d'API et le nombre de ressources qu'on peut gérer. C'est vrai que 200, c'est pas énorme, c'est pas, tu vois, AWS. Je pense AWS, ils ont plus que 800 ou 900 si la dernière fois j'ai compté. Mais ce qu'on fait, c'est on a un tableau, on regarde les ressources les plus utilisées par les utilisateurs de EKS et on suit ça, quoi. C'est ça l'idée derrière. Par contre, Donc typiquement, je t'interromps, typiquement c'est VPC, base de données, load balancer, S3, les clés probablement, KMS, c'est ce genre de ressources-là, les ressources nécessaires pour déployer une application. ça et généralement ce qu'on fait aussi, c'est on choisit des thèmes. Par exemple, l'année dernière, on avait choisi le thème serverless. Et ce qu'on avait fait, c'est tous les fonctions lambda, DynamoDB, SQS, SNS, genre tous les services qui te permettent de faire des event-driven architectures. Genre, tu peux Architecture, faire ça avec ACK. Event Bridge. Ouais. Mhm. Euh, cette année-là, le thème, enfin, je te laisse deviner, c'est l'IA. L'IA, tiens donc, vous allez faire des MCP tools et des MCP serveurs. Exactement. Du coup, ce qu'on fait, on a Bedrock Agent, on se focus aussi sur les bases de données, tout ce qui peut aider à les MCP,
et les modèles comme Open Search Clusters, des Mhm. trucs comme ça qui peuvent utiliser comme RAG, quoi. Non, mais on parlait du GitOps tout Mhm. à l'heure. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on recommande et c'est quelque chose que permet Kubernetes. Et grâce aussi au contrôleur ACK et comme l'a dit Amine, à l'effort qui a été fait l'année dernière sur le thème du serverless, ça nous permet aussi de proposer de la méthodologie GitOps pour du serverless, pour de l'ECS, pour de la Lambda, alors que nativement, on peut pas le faire sur AWS. Et le GitOps, encore une fois, ça va être une réconciliation. Donc, réconciliation, encore une fois, je réexplique, c'est reprendre l'objet de source qui est défini dans le cluster et de faire en sorte de l'appliquer sur l'objet qui est déployé. Et c'est en continu. C'est comme si on avait un Terraform apply qui était fait en continu ou un CloudFormation déploiement qui est fait en continu. Bah, c'est ce que permet effectivement CrowACK. Et donc on peut effectivement tout définir dans du Git. On fait un Git push quelque part et ensuite derrière, bah, notre application lambda elle va être mise à jour automatiquement ou notre service ECS ou n'importe quoi dans Kubernetes, dans AWS, pardon. J'ai peur de la dérive des fanboys, des fangirls de Kubernetes qui vont dire ça y est, on a notre remplacement à CloudFormation et Terraform, on va tout faire dans Kubernetes maintenant, toute notre infra as code. C'est quelque chose que vous voyez déjà ou... Évidemment, enfin, je veux dire, ça a énormément de sens pour les DevOps ou les devs qui déploient déjà sur Kubernetes. Mais il n'y a pas une tendance dans le monde Kubernetes à tout centraliser sur Kubernetes et vouloir tout faire avec Kubernetes. La question peut-être un peu controverse à la fin. En fait, c'est une bonne question. Ce qu'on remarque dans l'équipe EKS, c'est que les plus grands utilisateurs de Kubernetes, ils aiment bien rester dans leur écosystème. Ils ne veulent pas prendre Kubernetes et Terraform et CloudFormation. Ils veulent bien euh, euh, permettre à leurs développeurs d'utiliser la même technologie pour tout faire. Genre, si je développe, je sais pas, j'ai une application en JavaScript, je la déploie sur Kubernetes. Demain, j'ai besoin d'une base de données, enfin, une base de données RDS. Je veux pas aller apprendre Terraform et comment faire du HCL ou du CloudFormation Stack. Je veux rester dans mon propre écosystème et utiliser les mêmes concepts de sécurité qu'on a sur Kubernetes, les mêmes concepts d'isolation, garder la même philosophie derrière et franchement, Ça a du sens. c'est énorme le nombre d'utilisateurs qui font ça. Mhm. Je ne peux pas donner les chiffres exacts, mais ça grandit exponentiellement, quoi. Non, et ça a du sens d'essayer de capitaliser sur des procédures de déploiement, de vérification, de conformité, de sécurité, tu l'as dit. C'est peut-être un moyen d'adresser aussi le risque de vendor locking parce que ça permet une portabilité un poil plus grande entre différents fournisseurs de cloud. Alors, on sait que même si tout est sur Kubernetes, ben, on vient d'expliquer, voilà, il y a des hacks, des contrôleurs spécifiques pour AWS ou pour d'autres clouds, donc la portabilité n'est pas automatique. Ben, en tout cas, on diminue peut-être un peu la friction en cas de, de portage, de sortie d'un cloud vers un autre. C'est une conversation intéressante. Pour moi qui suis un peu naïf dans le monde de Kubernetes, je vois ce que c'est. J'ai déjà utilisé au niveau Demo World, mais sans plus. Hello World au niveau démo. Mais voir à quel point ça peut être au centre de l'infrastructure as code ou d'une stratégie GitOps, DevOps. J'ai cité DevOps 2-3 fois. Est-ce que dans mon modèle mental, l'utilisateur de Hack et de Crow, c'est plutôt les ingénieurs DevOps? Est-ce que j'ai raison ou pas? On peut dire ça, alors ça dépend du niveau d'abstraction. On peut aussi avoir un niveau d'abstraction où un développeur pourrait déployer une Oui, bien application sûr. dans Kubernetes qui va créer de l'infra sans jamais avoir besoin de se connecter sur Kubernetes. Encore une fois, s'il fait juste un git push Git push. dans un repo qui est configuré pour être plutôt configuré par le DevOps pour être ensuite déployé automatiquement, du coup, un développeur peut utiliser, faire une instance par exemple de sa super application et derrière ça va créer la base de données RDS, le bucket S3 et déployer son application et la créer dans son namespace. Ça veut dire que les clients qui font du platform engineering, ce sont des bons clients pour Rack et Crow. Donc, platform engineering, c'est cette plateforme standardisée au sein d'une entreprise que les développeurs peuvent pousser tout simplement avec un git push et ça déploie de l'infrastructure pour vous. Adobe fait ça. Ils en ont parlé récemment au Summit à Londres et j'ai eu le plaisir de les interviewer dans le podcast. Pas celui-ci, un autre podcast en anglais. Je mettrai le lien également. Non, effectivement, on voit une grosse tendance pour passer sur du platform engineering, de tout gérer par API. Et donc, c'est vraiment ce que permet de faire Crow.
Et donc si on rajoute des développeurs plateformes de type Backstage ou autre par-dessus Crow, c'est vraiment fait pour, ça va faciliter effectivement l'utilisation par les différents développeurs, le déploiement automatisé. Et dans l'exemple que j'ai mis sur le GitHub, on a des templates notamment sur Backstage pour ensuite aller créer automatiquement des cluster EKS dans les différents comptes ou régions qu'on a définis. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on va continuer d'itérer aussi. Et tous les liens sont dans votre application de podcast, évidemment, je l'ai déjà dit. Sébastien Alamand, tu es Solution Architect chez AWS en France. Amine Hilali, tu es SDI développeur dans l'équipe Kubernetes EKS pour être plus précis. Merci pour vos explications très claires et très précises. Et merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Vous avez 2 acronymes en plus maintenant dans votre arsenal d'acronymes autour d'AWS et du cloud. Hack et Crow. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast AWS en français. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.